Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Bonjour et bienvenue dans le numérique pour tous, l'émission dédiée au digital, à l'innovation et à la tech responsable. Alors, vous avez tous entendu parler des intelligences artificielles génératives et peut-être plus précisément de ChatGPT. Cette application qui est en train de révolutionner de nombreux métiers en vous évitant des tâches répétitives. Alors, peut-être même l'utilisez-vous pour écrire à votre place vos emails ou solliciter des conseils dans votre quotidien. Eh bien, aujourd'hui, je vous propose de faire le point pour savoir comment l'IA générative peut précisément accompagner votre rentrée et peut-être même vous permettre de demander une augmentation dès lors qu'elle va augmenter votre productivité en vous laissant davantage de temps. Le numérique pour tous spécial intelligence artificielle générative, c'est parti et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et pour commencer cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir le directeur de l'organisation des systèmes d'information du groupe Eiffage. D'ailleurs, au moment où je vous parle, peut-être êtes-vous en train d'utiliser les services de ce groupe présent dans de nombreux domaines et qui a peut-être construit votre immeuble, la route sur laquelle vous roulez ou la centrale nucléaire qui produit votre électricité. Jean-Philippe Faure, bonjour. J'ai résumé de manière sympathique votre groupe, mais de manière sérieuse. Bonjour Vanessa, oui absolument, on est sur la bonne route avec vous. Ce qu'on peut dire, c'est qu'Eiffage, l'un des leaders européens donc de la construction, l'énergie système, métal, route et concessions. Et prenons des exemples pour illustrer nos métiers. Exactement. Je pense l'un des plus beaux exemples qui va parler à beaucoup de Français, c'est le viaduc de Millau. Nous fêtons aujourd'hui ses 20 ans et ce viaduc, ça a été tous les métiers se sont réunis pour réaliser ce chef-d'œuvre architectural désigné par Foster, un coup de crayon extraordinaire. Et puis, j'ai eu l'occasion de courir sur le viaduc de Millau. Tous les 2 ans, Eiffage fait la course du viaduc de Millau. Elle aura lieu d'ailleurs ce dimanche. Et c'est une épreuve extraordinaire. C'est bien de le rappeler, oui, tout à fait. Et puis, pour être juste plus dans l'actualité, on a bien sûr également construit le village des athlètes et beaucoup de travaux dans le Grand Paris Express, des gares, des tunnels et des infrastructures électriques. Et tout ça grâce à 80 000 salariés que vous appelez des compagnons, c'est ça ? Oui, 80 000 compagnons. Et oui, c'est le terme consacré dans nos métiers, absolument. Alors, vous avez, on l'a dit, la charge de ce que l'on appelle les systèmes d'information du groupe Eiffage. Donc, ça signifie toutes les interactions numériques entre ces 80 000 compagnons. L'IA générative, vous l'utilisez au quotidien et vos collaborateurs, vos compagnons l'utilisent ? Alors aujourd'hui, nous sommes partis dans cette grande démarche d'adoption de l'IA et de l'IA générative. Le but, c'est de simplifier la vie des collaborateurs. Je pense que cette technologie permet d'être simple, permet d'être appréhendée par le plus grand nombre et de pouvoir leur bénéficier. On va prendre deux exemples que nous avons... Dans le quotidien de tout le monde, allons-y. Dans le quotidien de tout le monde. Je pense que ça pourrait être également dans votre quotidien, à la radio. Le compte-rendu de réunion. On fait tous des réunions et c'est souvent laborieux de sortir le compte-rendu. On se souvient pas de tout ce qui s'est passé, etc. Et là, finalement, la technologie, qu'est-ce qu'elle vous permet ? Vous enregistrez tout simplement votre réunion et à la fin, l'IA générative va vous proposer un compte-rendu. Vous relisez votre compte-rendu, vous l'amendez si besoin est et vous l'envoyez, c'est fini. Et là, on voit bien, chacun gagne du temps et de l'efficacité. Et donc là, on est vraiment dans l'intérêt des salariés. Un autre exemple, plus sensible encore pour nous, c'est la santé de nos compagnons. Et donc le but, c'est d'éviter bien sûr l'accident sur les chantiers. Donc on a développé un algorithme. Donc là, on est dans l'intelligence artificielle. On a développé cet algorithme qui croise de nombreuses données, de la météo, du type du chantier, du type de pointage, de l'encadrement, etc. Et on va en déduire une note sur 10 du risque de chantier. Et donc cette note est envoyée par SMS au chef de chantier et à lui après de prendre bien évidemment les mesures pour éviter l'accident. Excellent. Alors Jean-Philippe, il y a quand même certains de vos homologues qui sont directeurs des systèmes d'information qui interdisent leurs collaborateurs, qui interdisent l'accès à l'intelligence artificielle à leurs collaborateurs. Chez vous, c'est totalement assumé, c'est officiel, tout le monde peut s'en servir et on va expliquer pourquoi c'est interdit, parce qu'on a peur effectivement d'avoir une fuite de données ou alors la mise en place de petits logiciels qui seraient malveillants, on va dire, sur les systèmes. Chez vous, donc, c'est assumé, c'est utilisé. Oui, moi, je crois pas à l'interdiction. C'est vraiment pas dans nos valeurs. Et en plus, quand on regarde, Vanessa, le nombre d'IA qui existent aujourd'hui dans le monde, tous les jours, il y a des IA qui sortent. Donc, quand on veut même interdire l'IA générative, les IA, c'est impossible de pouvoir le faire. C'est pas réaliste, pas réalisable. Donc, le mieux, c'est éduquer les salariés. Qu'est-ce qu'on peut mettre sur l'IA qu'on l'utilise ? Quelles données on peut mettre sur l'IA ? Protégeons nos données, éduquons nos salariés, mais n'interdisons pas les IA. La confiance, oui, c'est une belle philosophie. Alors, Jean-Philippe, on aime bien dire que l'intelligence artificielle va remplacer l'humain, ces phrases un peu caricaturales que l'on entend partout, et que tout le monde sera au chômage. Vous apportez un peu de subtilité à ce genre d'assertion ? Oui, alors c'est
Je n'y crois pas, en fait, voilà, pour être très clair et très franc. Je ne pense pas que la technologie va remplacer l'humain. On nous l'a dit à chaque révolution technologique, on nous l'a dit. L'ordinateur, la machine à vapeur. Le Fordisme, l'électricité, etc., etc. Et moi, j'aime bien aussi regarder ce qui s'est passé dans l'histoire. On apprend toujours de l'histoire et certaines fois, on oublie l'histoire. Conseil de Paris, 1880. C'était hier. Et donc, qu'est-ce que décide le Conseil de Paris? D'électrifier la ville de Paris. Et à cette époque, il y avait une corporation de 1500 personnes qui allumaient et éteignaient les réverbères, donc ils les allumaient tous les soirs, qui les éteignaient tous les matins. Forcément, avec cette révolution technologique, cette corporation a disparu. Mais elle a fait naître celle des électriciens. Et on voit bien aujourd'hui tout le développement qu'il y a eu avec l'électrification dans toutes nos villes. Et donc, comme quoi, il faut bien accompagner et embrasser la technologie et surtout pas la repousser. Et donc, ça ne va pas créer de chômage, ça va créer des nouveaux usages et des nouveaux métiers. Il faut donc adopter l'IA parce que ça va permettre de transformer le quotidien des hommes et des femmes chez Eiffage et au-delà d'Eiffage et nous permettre de nous saisir de nouvelles opportunités. Alors, Jean-Philippe, ça date pas d'hier chez Eiffage. Vous avez quand même une certaine antériorité. Alors, je vais pas dire, il y a peut-être des patrons d'entreprises qui sont un peu réfractaires. Pour vous, comment vous les rassureriez et dans quelle mesure leur entreprise va être gagnante si elle adopte l'IA ? Pour être gagnant, je pense qu'il faut avoir un discours très franc envers les salariés. D'abord leur dire, votre emploi n'est pas menacé. En tout cas, chez Eiffage, on ne fait pas l'IA pour menacer les emplois. Ça ne sera jamais notre cas. On a trop besoin de nos compagnons pour réaliser nos chantiers. On va par contre améliorer leur vie. Ça, c'est notre quotidien. Et donc, on a travaillé, on a fait un IAD avec tous les métiers. Journée de l'intelligence artificielle. Exactement, avec tous les métiers d'Eiffage. On était une quarantaine, on était chez Google, on a travaillé avec eux et on a identifié des cas d'usage communs qui vont bénéficier à tous nos métiers, à nos 8 métiers et à tous nos collaborateurs et tous nos compagnons. Alors, un cas d'usage, c'est une problématique, par exemple, d'un collaborateur. Et là, vous allez trouver une solution qui est vraiment sur mesure avec l'IA. C'est ça pour bien résumer ? Exactement. On a parlé des comptes rendus de réunions. On a parlé de la santé de nos compagnons avec la prévention. On réfléchit aussi à faire les mémoires techniques. Donc, c'est les réponses à nos appels d'offres, etc. Et donc, ça, c'est commun à tous nos métiers. Donc, le but, c'est d'être extrêmement concret. Faisons des choses qui fassent du sens, qui soient simples, sur lesquelles il y ait des bénéfices réels pour le salarié. Et je pense que cette technologie, quand on l'appréhende bien, quand on fait l'effort de la comprendre et de l'utiliser correctement, vous avez un vrai bénéfice de cette salarié. Et donc, en fait, ça vous libère du temps pour faire autre chose. Très souvent, vous rentrez chez vous le soir et vous dites « j'ai pas eu le temps de finir ma journée, etc. etc. » Certaines fois, on a cette notion, ce sentiment d'être submergé par notre travail. Et là, justement, l'IA nous permet de prendre du temps, d'avoir du temps pour nous et pour apporter de la valeur. Et en fait, ça nous permet aussi de voir la vraie capacité, l'intelligence de démontrer l'intelligence de nos collaborateurs, la capacité de nos collaborateurs, les idées de nos collaborateurs. Oui, ça révèle les talents en fait, parce qu'ils font l'essentiel de leur métier et non plus des tâches répétitives qui embolisaient un petit peu en fait leur quotidien. Exactement. Je pense que l'IA va être un révélateur de talent, absolument. Il y a des métiers chez vous qui sont plus impactés. Je sais pas, je pense au RH, à la paye. Est-ce qu'il y a des métiers qui vont vraiment avoir un bénéfice mais immédiat ? Alors, il y a des métiers immédiats, oui. Le recrutement en est un exemple sur tout ce qu'on fait aux activités comptables. On peut aussi l'imaginer pour les réponses à nos appels d'offres, pour les bureaux d'études. En fait, on a beaucoup de métiers différents chez Eiffage qui vont être impactés. Et donc, le but, c'est justement de leur apporter la meilleure technologie pour qu'ils puissent exprimer le mieux leur talent. Pour conclure, un premier bilan justement, puisque vous n'en êtes pas forcément à votre coup d'essai, donc sur ces quelques mois, peut-être ce début d'année entamé avec cette collaboration avec l'IA, vous avez un premier retour d'expérience à nous partager ? Je pense qu'on peut dire que nos premiers exemples nous permettent de démontrer l'affirmation de dire que la technologie va simplifier la vie des collaborateurs. Je pense que, donc on a signé aussi notre partenariat Google, il faut qu'on s'appuie sur un partenaire de premier plan mondial. On a identifié nos premiers cas d'usage. On a mis en place notre IA générative privée qui permet à tous les collaborateurs d'Eiffage de mettre les données sécurisées dans un environnement sécurisé pour Eiffage. Donc ça, c'est très important. On met en place en plus une école de formation parce qu'on pense que toutes ces technologies-là, pour bien les utiliser, il faut être formé. Donc on a fait un parcours de formation, des parcours de formation, en fonction du degré de formation que vous voulez. Vous avez des parcours simples, des parcours extrêmement complexes qui vous permettent d'utiliser tout ou partie de ces solutions-là. Et puis surtout, ce qu'on veut mettre en place, on veut mettre en place des IA populaires.
des IA sécurisées. C'est quoi une IA populaire? Une IA populaire, c'est l'IA qu'on va utiliser naturellement sans se poser de questions, tellement elle fait de sens. Ouais. Merci beaucoup Jean-Philippe Fauve. Je rappelle que vous êtes DSI au sein du groupe Eiffage. Restez avec nous puisque dans quelques instants, on va vous faire découvrir comment les recruteurs utilisent les IA génératives et on vous dira peut-être même comment demander une augmentation si votre productivité augmente. Le numérique pour tous, ça continue dans quelques instants et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et pour poursuivre cette émission spéciale Intelligence artificielle générative et emploi, un expert du marché de l'emploi puisqu'il s'agit de Manpower Talent Solutions, une marque que vous connaissez sûrement tous et qui est représentée aujourd'hui par son président Sébastien Van Dijk. Sébastien, bonjour. Bonjour Vanessa. Alors j'ai résumé très rapidement Manpower Talent Solutions. Quelques mots pour nous préciser. Alors en quelques mots, on est la filiale de conseil et de services RH du groupe Manpower en France. Et donc qu'est-ce qu'on fait ? On fait beaucoup de recrutement, on fait des dizaines de milliers de recrutements, on fait de l'accompagnement, on fait de la formation et on s'occupe évidemment d'accompagner toutes les transformations des grandes entreprises. Mais aussi, bien évidemment, on s'occupe sur les marchés publics d'accompagner de nombreux chercheurs d'emploi. Alors Sébastien, on l'a dit, on entre dans une véritable révolution professionnelle avec les intelligences artificielles génératives, alors que tous les collaborateurs des entreprises n'ont pas forcément basculé, on va dire, avec une culture digitale. Est-ce qu'on est en train de voir apparaître une société à deux vitesses ou alors, en fait, ça va être beaucoup plus facile qu'il n'y paraît d'utiliser l'IA générative? Alors, une petite statistique pour commencer, une source SAP récente d'une étude, 3/4 à peu près des personnes qui disent connaître l'IA et de l'autre côté, moins de 30% qui disent l'utiliser. Voilà. Donc, la société à deux vitesses, c'est peut-être comme ça qu'on peut la représenter. En tous les cas, l'enjeu de l'IA aujourd'hui, c'est quoi? C'est un sujet d'adoption, d'adaptabilité pour les collaborateurs. Et de l'autre côté, évidemment, pour les entreprises, c'est un sujet d'accompagnement. Talent Solutions, c'est le recrutement. Et parfois, il vous arrive de parler de ce qu'on appelle des consultants augmentés. Expliquez-nous ce qu'est un consultant augmenté grâce à l'intelligence artificielle. Alors aujourd'hui, dans nos métiers, qu'est-ce qu'on a fait évoluer grâce à l'IA? L'IA, évidemment, est un socle. C'est une technologie de plus qu'on a adoptée rapidement pour essayer d'aller encore plus loin et surtout essayer d'être encore plus objectif, être encore plus, je dirais, profond dans l'analyse aussi bien des jobs, des opportunités que des possibilités d'emploi. Donc ça veut dire que vous recevez un CV d'un candidat et là, vous allez mettre une IA générative qui va vraiment analyser, exactement. Décoder. L'IA générative, qu'est-ce que ça nous permet? Ça nous permet d'aller plus vite dans le tri. On peut trier des milliers et des milliers de CV à grande vitesse. Donc ça, c'est mieux. Ça nous permet une analyse plus profonde, ce qu'on ne savait pas faire encore avant, parce que l'analyse de la data nous permettait déjà d'aller vite, mais l'analyse aujourd'hui de la sémantique nous permet d'aller encore plus loin et de manière profonde. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que globalement aujourd'hui déjà l'IA est ce qu'on appelle modaux. Enfin, on peut concrètement, ça veut dire qu'on peut utiliser de la vidéo, du conversationnel, on peut utiliser des écrits, on peut utiliser un CV, bien sûr, selon la volonté évidemment des candidats et selon évidemment leur autorisation. Mais une fois qu'on a tout ça, c'est-à-dire que l'IA est capable de lire concrètement toutes les compétences, toute votre expérience, et certainement encore mieux que vous l'auriez présenté. Ça veut dire qu'on a une profondeur beaucoup plus exacte de qui vous êtes face à des emplois qui, eux, évidemment, les offres d'emploi sont aussi elles-mêmes traduites. Donc ça veut dire qu'une fois que vous avez fait ce décodage du CV que vous recevez, vos consultants ont déjà une préanalyse qu'ils n'auraient pas forcément faite naturellement. Et ça veut dire que dans l'entretien avec le candidat, ils vont pouvoir davantage se concentrer sur des éléments plus humains, on va dire. Alors c'est ce qu'on faisait déjà, mais là, automatiquement, aujourd'hui, ce qu'on nous donne en plus, c'est que si on amplifie justement tout ce qu'on sait, ce que nous donne le candidat en plus, ça veut dire qu'on sait en faire la synthèse. L'IA nous permet d'en faire une synthèse plus juste, plus objective et évidemment plus profonde sur les compétences exactes. Je donne un exemple, on parle beaucoup de sport actuellement. Quelqu'un qui me mettrait en bas de page « je fais du sport, je suis capitaine de l'équipe de handball du village quelque chose ou de la ville quelconque », à la fin c'est quoi? Ça veut dire que peut-être que là j'ai des soft skills, donc ça veut dire que j'ai peut-être un savoir-faire, j'ai peut-être un savoir-être qui est peut-être lié au monde du sport que je n'ai pas mis en avant. L'IA va pouvoir le traduire et me le mettre à la même hauteur que le reste. Sébastien, est-ce que vous êtes en train de voir des métiers évoluer ou des nouveaux métiers apparaître qui sont fondés justement sur l'utilisation de l'IA au quotidien? Alors oui, côté métier technique pour l'IA, pour construire l'IA et pour la faire évoluer. Non pour les autres. Les autres, ça reste de l'adoption et de l'adaptabilité. Donc ça veut dire que c'est comment j'utilise l'IA dans mon métier pour être meilleur demain.
Donc vous formez, vous accompagnez également. Donc on accompagne, on forme évidemment, ça on l'a toujours fait historiquement, mais là on continue bien évidemment et on le renforce sur ces sujets-là. On s'assure qu'on donne aussi les moyens et les outils, parce qu'il y a des outils et des moyens, il y a des technologies qui permettent aussi d'utiliser l'IA plus facilement. On parle de copilote par exemple dans les services de technologie. On a des éléments qui nous permettent globalement d'aller un petit peu plus loin pour les collaborateurs. Dans le métier RH typiquement, aujourd'hui je fais mieux mes synthèses, je fais mieux mes comptes rendus, je peux demander évidemment l'assistance de l'IA pour le faire ou le refaire. Je peux tout enregistrer ce dont on me donne l'autorisation pour en faire des synthèses encore plus, je dirais, précises. Donc tout ça, ça veut dire que c'est du gain de temps et donc ça permet de se concentrer sur ce qu'on va pouvoir donner en plus aux candidats, aux chercheurs d'emploi ou à ceux en tous les cas qui ont envie de travailler à travers toutes ces transitions. Très bien, je vous remercie beaucoup Sébastien Van Dijk, donc General Manager chez Manpower Talent Solutions. Et pour conclure cette émission, notre chroniqueur préféré, enfin en fait on les aime tous, mais Fabrice Eppelboin, il est enseignant à Sciences Po et serial entrepreneur. Fabrice, bonjour. Donc on a entendu plusieurs mots liés à l'intelligence artificielle générative. C'est une révolution ou c'est une innovation qu'il s'agit de considérer en fait comme toutes les autres, la machine à vapeur ou l'ordinateur? Non, c'est vraiment une disruption. Ça n'a rien à voir avec les précédentes vagues d'innovation qu'on a vu passer, y compris la précédente intelligence artificielle, celle qui a trait au big data et qui n'a absolument rien à voir avec l'intelligence artificielle générative qu'on connaît aujourd'hui à travers ChatGPT. Là, on a vraiment une disruption pour une myriade de raisons. À commencer par le fait que, effectivement, tout le monde s'en saisit, mais que les entreprises ont beaucoup plus de mal à s'en saisir que les employés. Et ça, c'est une grosse différence avec toutes les innovations qu'on a vues depuis le début de la révolution industrielle, où c'était généralement l'actionnaire qui investissait dans l'usine, c'est-à-dire le capital constant d'un point de vue marxiste, et qui du coup pouvait espérer des rendements supérieurs pour son capital constant, les salariés ayant les miettes qui restaient. Là, on a quand même une innovation qui, avec $20 par mois, permet d'avoir du ChatGPT en version plus et d'augmenter le capital variable, c'est-à-dire les ouvriers. Les actionnaires, eux, sont un peu, dans la plupart des entreprises, comme une poule face à un couteau, et ça va poser un problème de viabilité du système capitaliste tel qu'on connaît aujourd'hui. Et dans les entreprises, chacune va connaître des problématiques de négociation de la répartition de la valeur qui vont se poindre à l'horizon assez rapidement. Alors justement, Sébastien, la réduction peut être hypothétique du besoin de main-d'œuvre pour certaines tâches. Peut-elle mener à une diminution de l'emploi dans certains secteurs qui pourrait entraîner une baisse des salaires ou une augmentation du chômage, quoi? À l'évidence, si vous, en tant que travailleur, vous multipliez votre productivité par 2, les marchés ne vont pas se multiplier par 2. Donc à un moment, votre employeur, il va faire un choix et il va diviser sa masse salariale par 2. Évidemment, ça va pas être si simple parce qu'il va y avoir une négociation sur ses salaires, mais ça va pas être si simple non plus parce que très concrètement, la différence entre un salarié doué et un salarié moyen, on va dire, une fois augmentée par de l'intelligence artificielle, n'est pas si flagrante. Et donc ça a tendance à gommer l'écart entre les talents au sein de l'entreprise. Donc on va vers un grand chambardement, beaucoup de négociations au sein des entreprises, différentes d'une entreprise à l'autre, mais ça va être un vrai casse-tête et ça va être un vrai sujet de réflexion pour le MEDEF parce qu'il va falloir anticiper tout ça. Mais j'allais vous poser la question parce que Sébastien parlait tout à l'heure de travailleurs augmentés, on va dire, avec des travailleurs qui vont être avec une approche plus traditionnelle. Donc est-ce qu'il y a une forme de chômage de masse qui est en train de se préparer? Et vous le dites justement, est-ce que les partenaires sont en train de réfléchir ou alors de regarder peut-être ou de mettre une loupe sur ce genre d'enjeux? Non, il faut être honnête, les partenaires ne sont pas en train de réfléchir. Ils ont déjà beaucoup dans leur assiette. Il y a quelques entreprises qui ont la chance d'avoir, et j'imagine que c'est le cas des FAGE, un dialogue entre un COMEX et des gens qui comprennent vraiment les technologies. Mais dans la plupart des entreprises en France, notamment, les DSI ne font pas partie des COMEX. Et donc, on a des comités exécutifs qui réfléchissent à l'avenir du digital. Et puis des gens qui savent vraiment ce que c'est que le digital, qui d'ailleurs appellent ça numérique en général, et qui n'ont pas de dialogue constructif avec des gens qui réfléchissent à une stratégie. Donc on va dans le mur dans beaucoup d'entreprises. Il y en a certaines qui vont s'en sortir, mais beaucoup vont réaliser l'ampleur des dégâts et beaucoup vont réaliser que pour la première fois, effectivement, une technologie ne va pas nécessairement dans le sens des intérêts du patronat, même si ça n'ira pas non plus dans le sens des intérêts du salariat. C'est clair, encore une fois, si on multiplie la productivité par 2, on ne va pas multiplier les marchés par 2. Donc nécessairement, on va mettre la moitié, évidemment c'est plus subtil que ça, mais on va mettre la moitié des gens sur le carreau, on va avoir un phénomène de chômage phénoménal. Sam Altman, typiquement, envisage le revenu universel et a commencé à mettre en place des techniques pour mettre en place un revenu universel.
parce qu'il envisage joyeusement qu'une très grande partie de l'humanité ne sera absolument plus productive et n'aura plus le moindre rôle dans le marché du travail. Alors, je reconnais là un peu votre vision dystopique, Fabrice. Néanmoins, si on veut être quand même optimiste et encourageant par rapport à nos auditeurs, aujourd'hui, qu'on soit patron de PME ou qu'on soit DSI d'une grande boîte du CAC 40, quelle serait votre recommandation? De se mettre tous autour de la table, d'éviter les silos? Quelle est cette opportunité, on va dire, qu'offre l'émergence de cette technologie dans les dialogues interentreprises? Si on est dans une PME, faire joujou avec du ChatGPT, du Stable Diffusion, de tout un tas de... Faire joujou, prendre en main ces outils, le faire de façon ludique, parce que ça peut vraiment être appréhendé de façon ludique. Si on est dans une grande entreprise, là, il y a vraiment des réflexions à mener entre des gens qui comprennent les technologies et des gens qui manipulent des mots pour faire semblant de comprendre. Donc typiquement, si vous faites partie d'un COMEX, que vous avez déjà manipulé des mots comme intelligence artificielle, blockchain ou des choses comme ça, sans vraiment savoir ce que c'est, vous allez au-devant d'immenses déconvenus. Il est temps vraiment de s'asseoir, d'écouter les gens de la technique, de comprendre finement les impacts sociologiques, économiques et entrepreneuriaux que tout ça va amener, et de se faire à l'idée que peut-être que ça va pas se passer comme la précédente vague d'innovation. C'est pas si simple que ça, c'est totalement différent. Pour conclure, Fabrice, est-ce que tous les pays sont sur un pied d'égalité face aux progrès annoncés par l'IA? Ah, pas du tout. Si votre pays repose sur l'exploitation de matières premières, prenons la Russie, une large partie du PIB est liée à l'exploitation de gaz et de pétrole, l'IA ne va pas radicalement changer votre économie. À l'inverse, si vous êtes la France, que vous avez fait des choix politiques qui remontent à déjà 2 générations, de tout miser sur le tertiaire, eh ben là, effectivement, vous faites face à une disruption majeure de votre économie. Il va falloir, là encore, trouver des hommes d'État qui vont anticiper l'avenir au-delà de leur mandat, ce qui est pas donné en France, mais c'est de plus en plus indispensable. Merci beaucoup Fabrice Epelboin. Je rappelle que vous êtes enseignant à Sciences Po et serial entrepreneur. Sébastien, Jean-Philippe et Fabrice, merci pour cette émission. Le numérique pour tous, c'est fini pour aujourd'hui. Et pour prolonger la discussion, on se retrouve sur vos réseaux sociaux préférés. Je vous souhaite une excellente fin de week-end et je vous dis à la semaine prochaine.